Et donc, mon intervention va porter effectivement sur la notion de culture associée. On sait très bien qu'on est dans une transition agroécologique, on va dire, et dans laquelle la réintroduction de la biodiversité prend tout son sens. Et c'est vrai que ça va modifier probablement un certain nombre d'approches, de méthodes, de manières de regarder effectivement le fonctionnement de ces couverts. Donc, le titre qu'on a conservé, c'est Au système racinaire en culture associée. Et puis, j'ai ajouté entre mesure et modélisation. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur de recherche à INRAE et je suis basé donc en Guadeloupe, au centre INRAE Antilles-Guyane. Voilà la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous propose qu'on déroule un petit peu cet exposé, cette présentation, on va dire, hein, en 6 points. Donc, faire un zoom rapide sur les conséquences attendues du changement climatique aux Antilles. Ensuite, se faire un petit rappel sur ce qu'on entend par culture associée, notamment à travers leur structuration spatio-temporelle, pour aborder ensuite la problématique de l'eau et des racines dans les cultures associées. Qu'est-ce qui change? Voilà. Et puis donc là, montrer un petit peu l'intérêt des modèles pour aborder ces systèmes-là, qui sont des systèmes complexes, mais aussi les initiatives qui ont été prises pour développer des méthodes de mesure, d'estimation des systèmes racinaires, donc un peu innovantes, mais qui demandent encore à être développées, approfondies pour qu'elles passent dans les mœurs, on va dire. Alors, je finirai un peu sur la notion de service climatique, hein, par rapport à l'exposé suivant que j'ai pu prendre en cours. On voit bien que les pédologues se sont bien frottés à cet exercice justement d'analyse et d'interprétation des analyses de sol. Je pense que par rapport à ce qui nous tombe dessus avec le changement climatique, on sera amené à anticiper un petit peu et à proposer des services climatiques aux utilisateurs. Et puis, je finirai sur peut-être quelques propositions, quelques pistes en termes de changement de regard pour l'agronome, surtout parce que j'en suis un, pour le pédologue, on va voir peut-être à travers les questions. Voilà la diapo suivante. Alors, sur les projections climatiques aux Antilles, pas de surprise, je pense que ça va un petit peu dans le même sens que ce qui a dû être exposé un petit peu avant. On s'attend à des réchauffements plus importants toute l'année, et notamment plus importants et plus rapides après 2055. Des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues, et surtout une évapotranspiration plus soutenue liée à l'élévation, à l'intensité, au renforcement des vents alizés. Alors, concernant les pluies, on aura une saison des pluies probablement plus sèche et partout et retardée. Et puis, donc, des épisodes secs plus fréquents, de fortes pluies moins fréquentes. Alors, je ne parle pas ici des cyclones, qui seront peut-être moins fréquents, mais qui seront beaucoup plus intenses. C'est ce qui est prévu sur notre zone. La diapo suivante. Alors, les cultures associées, j'ai essayé de camper un petit peu ce sujet à travers un graphique qui avait été proposé par un spécialiste de l'agroforesterie, Van Bonjouik, en 96, qui montre un petit peu la manière dont se structurent ces couverts entre deux variables, le recouvrement dans le temps et puis le recouvrement dans l'espace. Et on voit merci d'appuyer sur les flèches. Voilà, toute une gradation entre le bas de la figure avec les systèmes conventionnels, hein, donc les cultures pures comme on dit, et puis ce qu'on appelle les systèmes mixtes avec les cultures associées en rotation, l'agroforesterie, et puis les jardins de cases, le jardin créole chez nous aux Antilles. Voilà. Alors, ces cultures associées, non, on peut y aller, se structurent de manière spatiale avec 5 types principaux d'associations. Ce qu'on appelle les cultures intercalaires, c'est le premier bloc qui est présenté sur la gauche. Les cultures en allée ou en bande, ce sont des rappels, les cultures en mosaïque et les cultures mélangées. Donc, on a 2 exemples pour les cultures en rang ici avec du maïs associé à une légumineuse et puis les cultures mélangées avec l'exemple d'un système agroforestier. Ça pourrait être un jardin créole chez nous. La diapo suivante. Alors, à l'échelle temporelle, donc on a une comparaison ici entre des systèmes conventionnels où on a une culture, ensuite une jachère, parfois le sol reste nu, et puis ce qu'on a appelé les sambas au Brésil, les systèmes sous couverture végétale, qui, merci d'appuyer 2 fois sur le clic, sur la flèche.
Voilà, donc qui permettent une coexistence dans le cycle avec une couverture permanente, permettant une meilleure valorisation des ressources avec des restitutions. Donc c'est le système des samba où il y a une cohabitation avec des relations de compétition, de facilitation bon, qui s'installent et qu'il faut pouvoir piloter. La diapo suivante, donc qui me permet de planter un petit peu le décor en matière de modification du cycle de l'eau. Là, on a une représentation simplifiée hein, d'une association avec une culture de bananier, ça peut être dessert ou plantain, associé à une légumineuse et puis des plantes de service. Alors, un clic, s'il vous plaît. Voilà, et on voit que l'association modifie à plein d'égards donc le cycle de l'eau. Tout d'abord en termes de redistribution, il peut avoir des effets assez significatifs. Hein, lorsqu'on a un bananier, par exemple, qui redistribue de l'eau donc directement sous le tronc, voilà, et donc on a des, comment on va dire, des effets locaux en matière d'hydrologie, hein, donc qui sont très contrastés, donc ils peuvent être très contrastés. Bien sûr, des différences d'enracinement avec bon, bien, des conséquences sur l'extraction différentielle, on va y revenir tout à l'heure, des conséquences sur, en termes de couverture du sol, donc des plantes qui couvrent totalement, des plantes qui couvrent partiellement, avec des différentiels en matière d'évaporation du sol, des différentiels bien sûr en matière de transpiration, et ce qui peut avoir des répercussions sur le microclimat à l'intérieur du couvert. On a pu mesurer un abaissement de la température de 0,5 à 1 degré dans des cultures associées, bananiers associés, comparativement à une culture pure. La diapo suivante. Alors, lorsqu'on s'attaque au compartiment souterrain, ce qui est un petit peu l'objet de ma présentation, bon, il est souvent été considéré comme la face sombre des cultures, hein, donc, puisque bon, c'est un compartiment qui est solide et opaque, et que pour y avoir accès, il y a forcément de la casse. Ce sont des mesures souvent invasives, destructives. On a eu de très beaux travaux hein, avec toute une lignée d'agronomes allant de Manichon à Chopard, Lucirade, en passant par Gautrono, et qui ont mis au point des méthodes d'observation et d'analyse du profil culturel. On a ici donc sur la gauche un exemple de la méthodologie développée par Jean-Louis Chopard, qui permet de combiner à la fois les relevés d'impact racinaire à des densités de longueur racinaire, donc prélevées avec des cylindres, et donc toute une, on va dire, une machinerie donc, informatique qui permet de travailler tout ça et de fournir des informations sur donc, la distribution du système racinaire avec les impacts, bien sûr, en 2D, mais aussi les densités de longueur racinaire qui sont justement un paramètre important à prendre en considération si on veut justement raisonner l'absorption de l'eau et des nutriments. On a en dessous, juste en dessous, la technologie donc, qui est celle du mini-rhizotron, qui est intéressante, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Il faut enfoncer un tube dans le sol. On a parlé justement de sol avec des cailloux. Donc, quand il y a des cailloux, ça n'est pas compatible. Voilà. Et puis, que lorsqu'on a affaire à des cultures associées, il est toujours très difficile, à travers ces observations, de différencier donc, les racines de deux espèces. Donc, on a une observation globale, mais qui ne permet pas de différencier les deux racines. Alors, clic suivant, s'il vous plaît. J'ai montré ici donc la photo d'un thésard que j'ai suivi au Costa Rica dans la région de Quepos qui travaillait sur des systèmes agroforestiers. Clic suivant. Et donc, on peut voir ici toute son impuissance hein, lorsqu'on a affaire à des systèmes qui sont racinaires, qui sont de grand volume, hein, des systèmes d'arbustes ou d'arbres. Et donc, toute la difficulté que ça pose en termes d'observation. Voilà, donc là, la modélisation prend ainsi tout son sens pour justement aborder ces systèmes qui sont complexes. Et là, donc, j'illustre cela par un travail que j'ai conduit en collaboration avec des équipes de sciences du sol d'Avignon, Laurent Boucler et François Lafolie, pour les citer, où donc on a développé un modèle bidimensionnel qui permet donc de combiner à la fois les flux d'eau dans le sol, dans la plante et dans l'atmosphère, donc avec, en surposant ici, comme vous le voyez, donc des cartographies racinaires de deux espèces. Alors, tout ça, ça a été fait en lien avec une expérimentation très, très poussée, on va dire, hein, qui nous a permis de mesurer donc, des cartes d'impact racinaire à différents stades du développement des cultures. Nous avions pour cela choisi deux espèces, un maïs
avec des racines blanches, on va dire, associées à une variété de sorgho, Charamagua, c'est du Venezuela, qui avait des racines violettes, ce qui nous permettait effectivement de distinguer les deux types de racines dans des zones où elles se mélangent. Voilà, donc avec des mesures bien sûr très complètes de flux d'eau, des tas de l'eau dans le sol, des tensiomètres, des sondes TDR, dans la plante avec des flux de sève, des mesures microclimatiques dans le couvert. Et ça nous a permis de calibrer un modèle assez complexe, on va dire, assez poussé, qui nous permet de voir donc l'évolution des états et des flux d'eau dans le sol, dans la plante bien sûr. Et là, on peut voir que lorsqu'on applique par simulation une évaporation de 3,3 mm par jour pour une plante 2 mm, mais ça donne une cartographie. Lorsqu'on applique une évaporation de 4,2 contre 2 mm, eh bien, on a des changements très, très visibles dans le profil. Et ça nous a permis de mettre en évidence en particulier un effet de lift, d'ascenseur. C'est-à-dire que la plante qui a l'enracinement le plus profond, sur une séquence de dessiccation, peut permettre des remontées d'eau dans les horizons de surface qui profitent à la plante avec l'enracinement le moins profond. Donc, c'est un effet de facilitation qu'il est important de noter. La diapo suivante. Alors, là, on en vient au système racinaire. Dans l'exemple précédent, on a des cartographies racinaires qui ont été prises à des moments, donc c'est des cartos statiques, on va dire, mais voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir justement appréhender le fonctionnement racinaire de manière dynamique. Et jusqu'alors, dans les modèles de culture, donc avec des enracinements en monodimensionnels, on va dire qui étaient présentés en monodimensionnel, et les systèmes et les modèles qui simulaient donc le fonctionnement des cultures mixtes, eh bien, on avait des hypothèses très simplistes. Soit on faisait les racines pompées du haut vers le bas, donc quand un horizon de sol est épuisé en eau, on passe à l'horizon suivant, etc. Ou alors de manière complètement aléatoire, ce qui n'est pas du tout réaliste. Donc nous avons introduit ici un algorithme de minimisation de l'énergie qui permet au système racinaire d'aller pomper l'eau là où elle est la plus présente, tout en développant plus de biomasse et de longueur. Donc ce qui on va dire qui apporte plus de réalisme à la fonction puits racinaire. Donc, c'est tout la notion de plasticité. Donc, 5-6 minutes, j'ai vu. Je vais aller assez vite. Voilà. À côté de ça, on a introduit donc cette plasticité racinaire à l'échelle du bananier, enfin pour le bananier, en prenant en compte justement la compaction du sol. La diapo suivante. Alors, là, c'était pour des cultures annuelles. Lorsqu'on passe à des cultures, à des arbres, en agroforesterie par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, je vous montre deux exemples où nous avons développé des modèles. Le premier, donc, basé sur la théorie des fractales, hein, donc avec une observation de la couronne autour du tronc, eh bien, avec des lois de conservation, hein, donc de la forme et de la biomasse tout au long du système racinaire, on arrive à simuler des systèmes racinaires de manière très réaliste et de prédire donc la biomasse et la longueur donc des racines de transport et les racines fines. Même chose ici à droite, c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'un projet européen à ESIF, où on a développé un automate cellulaire qui incorpore l'hypothèse de minimisation de l'énergie et qui donc donne lieu à des simulations assez réalistes de la prospection racinaire des arbres. La suivante, voilà. Alors, face à ça, donc les modèles, c'est utile, mais nous sommes interrogés sur la manière d'appréhender les systèmes racinaires avec des méthodes non invasives. Voilà, et nous sommes intéressés aux mesures électriques. Là, alors, à deux niveaux, avec des systèmes à basse fréquence, des mesures à basse fréquence. Donc, c'est les mesures de capacité électrique. Donc, je reviendrai sur le fonctionnement si vous voulez tout à l'heure, mais qui permettent, avec des validations très, très situées, de prédire donc la biomasse d'un système racinaire et c'est utilisé pour faire par exemple du phénotypage, hein, donc de variétés de maïs hein, adaptées aux sols acides. Et nous avons eu, clic suivant, donc une collaboration aussi avec le CSIRO en Australie, un chercheur qui s'appelle Tim Ellis, qui a utilisé en complément donc les mesures à haute fréquence, à 1 MHz. Donc ça génère un champ électromagnétique et ça permet de déterminer la profondeur du système racinaire et la longueur du système racinaire de manière non destructive. La diapo suivante, et je vais aller vers la fin. Donc,
Tout ça pour se diriger un peu vers la notion de service climatique. On a aujourd'hui des plateformes informatiques qui nous permettent effectivement de développer des scènes de mélange d'espèces, des modèles. Alors j'ai parlé du modèle MEWAM ici, mais Stix le fait très bien pour les cultures associées, et d'introduire donc des scénarios climatiques qui permettent effectivement de faire des simulations et de prédire donc le comportement d'espèces associées en fonction de différents types de sols et de différentes contraintes climatiques. La diapo suivante. Donc, ce travail, on l'a élargi donc, dans le cadre d'un projet H2020, donc avec un consortium européen, le projet Innova, pour produire un service climatique, alors plutôt à l'usage de gestionnaires de l'environnement. Comment justement prévoir le choix d'implantation de cultures en fonction de l'évolution du climat, mais sur justement des situations géoréférencées, donc des parcelles agricoles. Et donc là, on peut déjà se dire, bon, avec telle culture, ça va marcher, avec telle culture, on risque d'avoir des problèmes si on n'a pas d'irrigation. Et s'il faut apporter de l'irrigation, c'est en quelle quantité, tout le reste. Donc tout ça, c'est très utile. Voilà, dernière diapo pour conclure. Voilà, donc avec peut-être, oui, un peu de recul sur ce que ça implique comme changement de regard pour l'agronome et le pédologue, il faut savoir qu'on sera confronté à des systèmes plus complexes et face à l'occurrence accrue d'aléas climatiques. Donc, il nous faudra donc raisonner, agronome, pédologue, avec plus d'anticipation, ce qui implique quelque part le recours à la modélisation. Donc, c'est le graphique que j'ai reçu ce matin, qui propose une formation avec Stix sur justement les plateformes de simulation qui intègrent des scénarios climatiques. Et puis, je pense qu'il faudrait investir beaucoup plus lourdement dans les technologies connectées avec des outils ad hoc de diagnostic au champ. Donc là, j'ai présenté justement la sonde capacitive et d'autres méthodes électriques pour le diagnostic racinaire. Mais donc, tout ça, ça pourrait être couplé aussi avec la technologie TDR, des capteurs autres, donc des tensiomètres, le capteur Teresa qui permet de mesurer les variations de teneur en eau en fonction du retrait des sols argileux gonflants. Et puis, on a vu tout à l'heure, donc, dans l'exposé précédent, l'importance des bilans hydriques contextualisés. Voilà, et pour finir, donc, une diapo qui présente une ferme pilote que nous avons développée à l'INRA qui s'appelle Carusmart. C'est une ferme intelligente et donc qui a permis de travailler. Donc, il y a beaucoup de mélanges en mosaïque et puis en intercropping, mais qui a permis de sélectionner un certain nombre d'espèces en fonction de leur degré de résilience face à des chocs et des évolutions attendues du changement climatique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci Harry. On va prendre les questions sur l'exposé maintenant, parce que je crois que Harry ne veut pas pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que l'articulation, la dernière diapo, enfin l'avant-dernière, sur l'articulation entre l'analyse, l'anticipation stratégique avec les modèles et ensuite du pilotage dynamique, parce que l'incertitude, elle se joue tous les jours, est quelque chose d'assez intéressant sur lequel on reviendra dans les exposés suivants et la discussion. Voilà. Alors, Marc, Benoît. Bonjour Harry. Bonjour. Souvenir de très bons moments passés là-bas. Deux points. Dans les interactions entre des plantes d'enracinement profond et les plantes d'enracinement de surface, tu nous as évoqué un point positif. Les profondes pompent de l'eau et les donnent généreusement aux petites de surface. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des interactions un peu plus négatives? Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, alors là, c'est un témoignage donc, qui vient du nord-est de la France, donc tu vois, dans des conditions climatiques très différentes des tiennes. Nous avons vécu 2020 et 2021, qui est à l'origine de la disparition d'un nombre considérable d'arbres. C'est-à-dire que les racines profondes n'ont pas réussi à tenir la transpiration trop forte des 2 années 2020 puis 2021. Et donc, comment faire pour avoir des enracinements profonds qui résistent à des aléas climatiques que nos collègues nous ont exposés avant? Pour faire simple, l'alliance entre profond et superficiel doit être une bonne idée, mais comment faire pour que ça marche longtemps?
Merci pour cette question qui est très intéressante. Alors, je vais essayer d'y répondre. Donc, pour la première question, ce qui est important à signaler, c'est que dans les études que nous avons menées, dans le cadre du modèle qui a été présenté en collaboration avec la science du sol d'Avignon, effectivement, nous avons travaillé sur de nombreuses simulations, de nombreux scénarios, donc mettant en jeu justement des sols aux propriétés hydriques et physiques différentes. Voilà, bien sûr, des plantes en faisant varier l'évapotranspiration, les profondeurs d'enracinement et tout cela. Et c'est vrai que quand on soumet ces plantes-là, une fois que le modèle est bien calibré, ce qui a été le cas pour nous, lorsqu'on soumet donc ces plantes à des cycles de dessèchement, ce qu'on a pu observer, par exemple, sur des sols argileux gonflants, c'est qu'effectivement, on avait des phénomènes de complémentarité qui se produisaient. Et ça, c'était quelque chose d'assez intéressant à noter. Sur d'autres types de sols, qui ont justement des propriétés physiques qui permettent des dessèchements plus faciles et plus conséquents et plus globaux, on pouvait arriver justement à la réponse inverse. Donc, tout dépend effectivement des propriétés physiques et hydriques des sols considérés. Et ça a été pointé tout à l'heure dans l'exposé qui a précédé. Alors, sur le second point, concernant donc effectivement la disparition des arbres avec des racines profondes face à ces à-coups du changement climatique, ça pose pour moi en tout cas la question de l'adaptation. C'est-à-dire qu'en gros, les espèces n'ont pas eu suffisamment le temps de s'adapter peut-être à ces à-coups brutaux, on va dire, et donc elles se trouvent dans des situations qui les fragilisent. Alors que chez nous, par exemple, le fait qu'on ait eu des cyclones, assez réguliers, il y a une étude qui a été conduite sur les forêts de Guadeloupe en particulier, en termes de résilience par rapport aux cyclones, eh bien, on a montré que justement, plus les forêts étaient secouées par ces événements, plus elles acquéraient de la résilience et plus elles pouvaient se refaire facilement. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça. On entre dans une phase où il y a des à-coups de plus en plus forts et peut-être vis-à-vis desquels vos forêts, en tout cas, n'étaient peut-être pas préparées. J'aborderai peut-être les choses de cette manière-là. Merci, Harry. Je crois qu'on a une question de Jean Beaufin. Oui, vous m'entendez? Bonjour Harry. Bonjour Jean. C'est miraculeux de pouvoir se parler comme ça. Oui. Alors, ton exposé me fait reposer la question de finalement comment est-ce qu'on peut caractériser les systèmes racinaires de couverts végétaux plus ou moins complexes sans être chercheur INRA. C'est-à-dire de façon à la fois pertinente par rapport à des possibilités de simulation face au changement climatique, mais aussi de façon relativement rustique et applicable à une grande gamme de situations, à la fois en termes de culture, d'espèces cultivées, et puis de situations pédoclimatiques. Et je me suis demandé si une des perspectives de tes travaux, d'ailleurs peut-être déjà exploitées, ne serait pas de proposer des typologies d'enracinement, d'ailleurs qui serait peut-être à la fois très spatial bien sûr en termes de répartition des masses, des volumes ou des masses, des longueurs racinaires et des types de racines, mais aussi temporel, disons de manière en découpant, en discrétisant le temps de manière à peu près simplifiée. Donc est-ce que je me trompe ou est-ce que cette perspective serait une perspective d'application, je dis bien, intéressante de tes travaux? Merci Jean pour ta question. Je trouve que tu ouvres une voie là qui est très très intéressante, moi je trouve, sur ce que tu proposes avec ces typologies d'enracinement, c'est-à-dire en gros comment un enracinement peut évoluer sous différentes conditions de sol et de climat, avec des contraintes qui pourraient être spécifiées. Et donc, à partir de ça, effectivement, on a une banque de données, base de données, on va dire, qui permet effectivement de prédire et de faire des simulations un petit peu plus adaptées. Je pense que c'est une voie qui est très, très, très intéressante à développer. L'autre voie à laquelle je pensais également, concernant les mesures non invasives, c'est qu'il faudrait développer peut-être avec une start-up ou des start-up, que des start-up se penchent résolument. Parce que je pense que les bases physiques ont été établies.
mais qu'il faudrait donc creuser un petit peu pour développer des outils qui soient donc portables et donc qui permettent effectivement avec les mesures d'environnement nécessaires, puisqu'il faut des calibrations spécifiques, de réaliser des mesures au champ de manière rapide. Alors bien sûr, ça ne se substitue pas au profil qu'il faut de toute façon réaliser parce qu'ils apportent beaucoup d'informations. Mais une fois qu'on a calibré, qu'on a des éléments de calage, eh bien, on pourrait faire des mesures à plus grande densité, on va dire, à plus grande échelle, et donc avoir des informations très utiles sur les modalités d'enracinement de ces cultures. Merci. On va prendre la dernière question. François Papy. Oui, ce n'est pas une question, c'est une remarque. C'est une remarque que je m'étais déjà faite lorsque j'avais suivi le webinaire, et après notamment le webinaire que Yves Coquet avait fait, et qu'on ressent bien ici. C'est qu'une des difficultés auxquelles on se trouve dans ces problèmes-là, c'est le problème de changement d'échelle. On parle d'échelles complètement différentes. Et, et le problème, c'est de leur articulation. Coquet, quand il parle du changement d'échelle, quand il nous parle du changement climatique, du transfert de masse qui vont d'un continent à un autre, enfin, intercontinental, qui vont etc. C'est quelque chose, ce sont des grands changements à cette échelle-là, et on ne peut pas, et on n'a pas les éléments d'ailleurs pour tenir compte de l'effet de ce qui se passe au niveau du sol. Et puis, tout ce qu'on a vu ensuite, la diversité du réservoir en fonction même de la texture, enfin la diversité des systèmes de culture, c'est quelque chose aux échelles très locales. Et finalement, les problèmes d'adaptation, ils sont très locaux. Et il faut se garder, et il faut essayer de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est, à mon sens, une des grosses difficultés. Et le fait aussi, la dernière réponse à la question de Jean, par exemple, la dernière réponse de Harry à la question de Jean sur les typologies, c'est pour essayer de tirer des comportements généraux à partir de choses qui sont très locales. Mais c'est rare. Quelquefois, moi je dis ça parce que je mets en garde contre la généralisation, enfin j'ai déjà assisté à plusieurs fois, de généralisation de phénomènes locaux et de l'analyse locale, l'analyse qui était valable à l'échelle locale et qui font qu'on déraille complètement. Mais il faut toujours l'avoir en tête, je pense, cette difficulté de manier les échelles. Cette difficulté est d'autant plus élevée avec les systèmes agroécologiques qui dépendent beaucoup plus du local encore que les systèmes conventionnels.